Il appartient à un pays qui est premier producteur mondial de cobalt, premier producteur africain de cuivre, producteur de diamants, producteur de zinc. On va arrêter là l'inventaire. Il est à la tête, il est le président de l'entreprise qui a la gestion de l'ensemble de ces minéraux. Il est également le président de la Fédération des entreprises du Congo. Nous recevons aujourd'hui M. Albert Yuma Mulumbi. Bonjour M. Mulumbi. Bonjour M. Alain Foucault. Comment peut-on expliquer, vous qui êtes président de la GECAMINE, la Générale des carrières et des mines du Congo, que l'on ait autant de richesses et qu'il y ait autant de Congolais qui vivent avec moins d'$1 par jour? Je pense que c'est la conséquence de mauvais choix ou d'orientations qui ont été dictées fin des années 90, début 2000, quand, à la suite effectivement de l'environnement politico-social que vous connaissez, l'État congolais a été contraint, sous le conseil de ses partenaires multilatéraux et même bilatéraux, de céder la majorité des actifs miniers à des partenaires étrangers, sous l'espoir que ça générerait des revenus, comme je dis souvent, du lait et du miel pour le peuple congolais. Ce n'est jamais arrivé. On a envie de comprendre. Quand vous dites les partenaires multilatéraux et bilatéraux, c'est eux qui décident que le Congo doit céder ses richesses à d'autres. Qui sont ces partenaires multilatéraux? Fin des années 90, vous connaissiez la situation politique et sécuritaire du pays. L'État était financièrement exsangue et les entreprises minières aussi du pays étaient techniquement à bout de souffle parce que durant les décennies antérieures, l'État actionnaire, par une certaine boulimie, leur avait privé de ses fonds pour réinvestir, se développer. Et puis elles avaient été toutes contraintes de contribuer aux efforts de guerre d'une façon ou d'une autre. Alors qui sont ces partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décident de céder vos richesses à des entreprises? Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment. Oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État GECAMINE n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise GECAMINE, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la GECAMINE subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la GECAMINE, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Roachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui? Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères, aux filiales de ces entreprises étrangères, aux maisons mères qui commercialisent les productions. Est-ce que sur toute la ces chaîne de entreprises valeur ne profitent pas du grand désordre politique qu'il y a dans ce pays depuis les indépendances? Oui et non. Il y a notre propre incapacité à gérer nos ressources nous-mêmes, à toujours penser qu'on est mieux conseillé par des idées qui viennent de l'extérieur. Mais c'est vrai aussi par une certaine gabégie de l'État, qui au moment où les revenus étaient là, on ne les a pas réinvestis. Mais ceci étant, on a pris des actions. En 2018, on a révisé contre l'avis de toutes ces entreprises minières. Je dis bien contre, avec une opposition farouche, on a révisé le code minier de 2002 qui était trop avantageux et qui donnait tous ces avantages dont je vous parle. Rembourser d'abord les investissements, faire de l'amortissement accéléré, c'est tout ça qu'on a changé en 2018. Le monde entier
est dans un réel besoin de cobalt pour la construction de nos téléphones portables, pour les véhicules électriques, bref, pour l'ensemble des batteries que l'on utilise de plus en plus. Et on découvre que là aussi, le cobalt n'appartient pas au Congo. Effectivement, et c'est ça qui me choque, moi. Quand on parle d'exportation de cobalt, on dit ah, le groupe Glencore a exporté autant, le groupe TFM a exporté autant, Sicomine a exporté autant de cobalt. Mais on oublie de citer que c'est le cobalt du Congo et les gisements étaient donnés par une entreprise congolaise, Gécamine. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a exporté près de 100 000 tonnes. Quels sont les revenus pour l'État congolais? On va nous dire cette année-ci, oh, l'État congolais va bénéficier de plus ou moins 1,3 milliard. Mais sur 15 milliards d'exportation, c'est peanuts. Alors, ce que nous avons décidé, puisque selon les conventions, on ne peut pas unilatéralement changer les partenariats industriels, il y a un volet du cobalt que nous pouvons récupérer. C'est ça que le président Tshisekedi a décidé en 2019. Commençons par récupérer ce qu'on peut récupérer sur le cobalt artisanal. Cobalt artisanal qu'on ne vend pas sur le marché, puisque ce cobalt artisanal utilise les enfants pour travailler, utilise les femmes enceintes, et qu'il y a régulièrement des accidents là-bas. Mais c'est à la suite justement d'un accident en 2019, au moment où il était au Katanga, que le président Tshisekedi a pris la décision de prendre en main la gestion et de mettre des règles dans le cobalt artisanal, qui représente entre 25 et 30% de tout le cobalt produit et donc exporté. Mais ce cobalt-là est exporté de façon illicite. On l'appelle le cobalt du sang. Non, on l'appelle le cobalt sale ou impropre, parce qu'effectivement, à ce moment-là, et ça a entraîné une mauvaise réputation pour l'État congolais. Il est mort, et les gens travaillent dans des conditions inacceptables. Et ce qui a été décidé en 2019, sur les orientations du président Tshisekedi données au Premier ministre, de travailler avec la Gécamine et son cabinet pour mettre en place une structure qui va maintenant réglementer l'exploitation du cobalt artisanal avec 3 conditions essentielles. Interdiction du travail des enfants, interdiction du travail des femmes enceintes ou des femmes mineures, exigence de préparer le site sur lequel les mineurs artisanaux vont travailler et sécurisation de ces travailleurs artisanaux en leur donnant les équipements de protection. C'est l'objet de la création de l'entreprise générale du cobalt. C'est bien ça l'objet de la création de cette entreprise. Qui possède cette entreprise? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Trafigura. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre à Paul pour donner à Pierre, finalement? Non, c'est justement, on ne va pas faire la même erreur de ces partenariats industriels sur lesquels je reviendrai peut-être et dont on se plaint. Non. Entreprise générale du cobalt est une filiale à 95% de Gécamine et à 5% du gouvernement à travers le ministère du portefeuille. Trafigura n'est qu'un partenaire financier et commercial. C'est-à-dire que Trafigura nous prête l'argent pour démarrer et structurer les activités et nous le rémunérons pour trouver des clients pour EGC. Mais le vendeur de ce cobalt, ça sera EGC qui décidera parmi les 4 ou 5 clients. Du cobalt. Voilà. Si Trafigura nous présente 4 ou 5 clients, je dis par exemple Tesla, BMW ou Samsung, qui fabrique les véhicules électriques. C'est EGC qui dira, je suis d'accord, mais à telle condition. Et le produit de cette exportation reviendra 100% au Congo. C'est ça la grosse différence. Si nous appliquons très bien ce que nous venons de prendre comme mesure sur le cobalt, nous pouvons dégager sur une année 2 à 3 milliards de recettes supplémentaires et on peut faire venir d'autres partenaires pour créer un fonds souverain dès la première année de 5 à 6 milliards. Ce fonds souverain devrait être constitué par une structure indépendante et de personnalités indépendantes avec des projets qui ont été présentés par le gouvernement, dont des projets d'infrastructure, validés par l'Assemblée nationale pour qu'on ait les moyens nous-mêmes de commencer à financer nos projets d'infrastructure avant d'entendre que ce soit les partenaires multilatéraux qui arrivent. Ils ne développeront jamais notre pays et ils ne financeront pas nos infrastructures. Alors, pour finir sur ce chapitre-là, M. Youma, est-ce que les Congolais doivent se dire, tant pis, il ne nous restera plus que 25% de nos mines, il n'y a plus rien à faire par rapport à toutes ces grandes firmes qui sont arrivées et qui possèdent finalement les richesses du Congo, qui sont propriétaires du Congo, si je prends un raccourci? Non, non, pas du tout. Ce que nous disons, c'est une première étape. Parce que nous avons d'abord voulu régler 2 problèmes majeurs dans le secteur artisanal, qui étaient les conditions de vie et de rémunération de nos concitoyens qui travaillaient dans des conditions misérables. On va les encadrer, mieux les rémunérer, et l'État va mieux maîtriser le flux d'exportation et donc les revenus. Ça, c'est la première. Deuxième partie, à côté de EGC, l'État a mis en place ARECOMS, qui est l'autorité de régulation, qui va veiller à ce qu'effectivement, toutes les entreprises du secteur industriel soient conformes aux règles que nous allons édicter pour produire et exporter.
Et à terme, qu'est-ce que nous voulons? Et je le dis très clairement, se contrôler en tant qu'État congolais le volume produit et exporté, y compris le volume industriel, et déterminer les prix de vente au final sur le marché mondial. Vous êtes élu pour la 6e fois à la tête de la Fédération des entreprises du Congo. 6 fois déjà à la tête de cette structure qui est plutôt particulièrement puissante. On vous voyait partir il y a peu de temps, certains se disaient qu'il était proche de Joseph Kabila, c'était un très très proche de Joseph Kabila. Maintenant que la politique a changé, il va tomber. Vous avez changé de camp, vous vous êtes rapproché de Félix Tshisekedi, vous avez traversé, comme on dit ici au Congo, pour rejoindre le camp de l'Union sacrée. Le camp de la FEC, c'est le camp de l'économie nationale, c'est le camp du développement. C'est ça le seul camp de la FEC. Et la FEC est un partenaire privilégié du gouvernement, parfois critique, parfois même sévère, quand les décisions ne vont pas dans le sens de l'économie de ce pays. La FEC est totalement apolitique. Donc la FEC n'a pas à être à gauche ou à droite. La FEC travaille avec le gouvernement en place, mais à condition qu'on règle les 2 goulots d'étranglement majeurs, la réforme fiscale et la réforme du secteur judiciaire. On a pensé à un certain moment donné que, vu votre proximité avec Joseph Kabila, vous aurez du mal à travailler avec ceux qui arrivent et que peut-être que vous êtes allé à la soupe, comme certains disent. Est-ce que Albert Youma aujourd'hui est à l'Union sacrée? Albert Youma n'est ni à l'Union sacrée ni allé à la soupe quelque part, parce qu'Albert Youma est d'abord un opérateur économique qui a été élu par ses membres. Donc le président de la FEC n'est pas nommé, ni par... Oui, mais on connaît les conditions qu'il y a eu dans les élections cette année. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a failli prendre votre place, et puis il y a eu une intervention de la justice pour qu'on vous rétablisse. Ça veut dire qu'il y a quand même des jeux politiques. Non, il n'y a eu aucun jeu politique. Il n'y a eu qu'une seule élection le 26 novembre qui avait réélu Albert Youma. Tout le reste, c'était de la mascarade. Et la justice n'a fait que rentrer dans le droit de l'élection qui avait eu lieu le 26 novembre. La FEC doit travailler avec le gouvernement. Aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui est chef de l'État. Nous sommes là pour l'aider à prendre les bonnes décisions pour le développement économique et donc pour la population, mais en étant toujours très, très vigilant sur les politiques économiques qui sont prises par le gouvernement. Alors la FEC est particulièrement puissante dans ce pays. Rien ne se passe sans l'intervention de la Fédération des entreprises du Congo. Est-ce qu'il la rend si puissante en réalité? D'où tient-elle sa force? Monsieur Alain Foucault, vous venez de la France. Le MEDEF est tout aussi important dans la gestion de l'écosystème français. Il est normal qu'un gouvernement, quel qu'il soit proche du monde des affaires, parce que nous sommes installés sur l'ensemble des 26 provinces du pays. La FEC est représentée. Nous sommes au plus proche des populations. Nous connaissons les priorités et les besoins de développement de nos populations. Et quelque part, quand le gouvernement nous écoute, c'est que nous sommes son conseiller. Quand il ne nous écoute pas, nous sommes obligés de lui dire « attention, telle direction n'est pas bonne », pour le développement de l'économie, parce que cette population qui est constituée de consommateurs pour nous, mais c'est vos électeurs également. Donc il faut prendre les bonnes décisions pour que le secteur privé vous aide à créer la croissance et la richesse sur laquelle vous, État, vous pouvez prélever pour faire vos actions de développement. Alors on parle du Grand Congo. Le Grand Congo qui a la taille d'un continent, qui est même plus grand que l'Union européenne. Comment peut-on penser industrialisation dans ce pays sans énergie, alors que le potentiel est encore là, encore le potentiel, mais non exploité? Que fait la FEC pour qu'enfin peut-être existe Inga, qui est un peu l'Arlésienne, le barrage Oui, Inga se fera bien sûr un jour, mais je crois que ce pays peut se développer par d'autres sources d'énergie. Et c'est pourquoi la FEC milite, c'est pour les partenariats publics-privés dans le développement des infrastructures énergétiques. C'est ça qui permettra d'aller beaucoup plus vite pour avoir une industrialisation. Mais avant d'arriver à l'industrialisation en passant par l'électricité, il faut avoir les moyens. Ce n'est pas le FMI ou la Banque mondiale ou la BAD qui donneront les moyens à la RDC. C'est en partant des ressources minières, et notamment de ce cobalt qu'ils ont maîtrisé pour créer un fonds souverain que j'appelle de mes voeux. Dernière question, est-ce qu'avec le désordre politique qui règne dans ce pays, avec cette instabilité, c'est envisageable, ce type de projet? Est-ce qu'on n'est pas condamné avec des politiques qui sont très très instables dans ce pays?
Je suis déjà très content de la passation pacifique qu'il y a eu en 2018. Vous savez, c'est la première fois dans ce pays qu'un président sortant passe le flambeau à un président entrant. C'est un signal fort que peut-être l'instabilité est terminée en République démocratique. Parce que nous, les hommes d'affaires, on a besoin de paix et de stabilité. Moi, je passe mon temps à faire de l'économie et à dire que c'est ça la priorité des priorités. Je ne cesserai pas de le dire. Mais j'ai confiance qu'on a commencé une première étape. On a une transition pacifique. Les gens comprennent que tout peut se faire autour d'une table dans des négociations. Et je crois à ça. Et j'encourage les politiques à ça. Merci Albert Yuma. Cet entretien est à présent terminé. L'actualité continue sur France 24.